Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi quoi? Comment allez-vous? Eh bien, il s'agit d'un groupe qui s'oppose actuellement au régime des ayatollahs, là-bas en Iran. Que se passe-t-il avec cet individu? Avec ce personnage, bon, ils se font appeler le Front de résistance populaire d'Iran. Ils ont publié cette vidéo depuis Sistan et Bolistan, dans laquelle, selon cet individu, il promet qu'ils vont continuer les attaques contre ce gouvernement. Les combattants semblent être ici. Ils sont équipés de fusils M16A2 et d'AKM. Ceux-ci, de fabrication américaine, selon ce qu'ils rapportent, ne sont pas récents, ils sont déjà assez anciens, comme vous pouvez le constater. C'est ce qui est montré dans ce message qui attire l'attention aujourd'hui. Eh bien, nous commençons donc avec cela. Que se passe-t-il dans le monde? Que se passe-t-il avec la question de l'Iran? Il y a un message de la part de ce général. Voyons si nous pouvons l'afficher à l'écran. Cet homme, ce général, a lancé un message dans lequel ils sont pratiquement déjà prêts pour le conflit, pour la guerre. Allons dans le détail de ce qui se passe. Merci de nous accompagner, nous diffusons en direct et un immense salut à toute la communauté qui nous regarde. À ceux qui rejoignent le direct, à ceux qui nous regardent en différé, merci beaucoup de faire partie de cette famille, de ce podcast d'actualité appelé PP en direct. Je vous remercie pour votre collaboration. Maintenant, votre like est vraiment important. Allons dans le détail. Que se passe-t-il avec ce général? Pour commencer, ce chef militaire, qui est-il et qu'est-ce qu'il vient de dire? Quoi? Les choses ont augmenté en ce qui concerne les menaces. Nous allons également voir ce qui se passe avec ce séisme, un fort séisme là-bas au Kamtchatka, en Russie. Nous allons parler de l'actualité mondiale. Préparez-vous, préparez votre café si ce n'est pas déjà fait, et allons dans les détails. Un grand salut à la communauté, comment allez-vous? Ça va? Merci beaucoup, au fait, à Francisco Arce et Lucia Parra, merci infiniment, ainsi qu'au papa. Merci beaucoup pour ce super chat, je suis vraiment reconnaissant à toi et à toute la communauté qui soutient la chaîne. C'est très apprécié. Nous sommes ici tous les jours avec des informations, nous ne faisons pas que dire, nous ne sommes pas seulement dans, comme on dit. Eh bien, du lundi au vendredi, nous incluons, comme vous le savez, et le week-end aussi, nous incluons. Donc à toute heure, tant qu'il y a de l'information, nous sommes ici attentifs à ce qui se passe, nous allons dans les détails, voyons ce qui arrive avec ce chef militaire, ce général, au final, n'est-ce pas? Le chef d'état-major iranien, le général Adral Harim Moussavi, a averti que toute guerre menée par Washington serait une bataille qui leur laisserait un choix, affirme-t-il. Ce message, encore plus pour le président Trump, qui a jugé les propos du président des États-Unis inappropriés et imprudents. Cela accentue la confrontation entre les deux puissances. Depuis vendredi, un message de Trump avait été diffusé, disant qu'un changement de régime en Iran serait une bonne chose. Washington a également annoncé le déploiement d'un porte-avions, le USS Gerald Ford, qui est le plus grand porte-avions des États-Unis. Et ils disent, aussi le plus moderne, en assurant qu'il sera bientôt là. Dans ces régions, cela prendra environ 2 semaines. Il faut rappeler que l'Abraham Lincoln est déjà là-bas. Maintenant, c'est le Gerald Ford qui arrive, qui est plus grand, plus moderne. En plus, ils l'ont continuellement modernisé, n'est-ce pas? Bon. L'Iran insiste sur le fait que la balle est dans le camp des États-Unis et exige des signes d'engagement pour lever les sanctions. Il y a 2 nouvelles, et vous allez le remarquer tout de suite. 2 nouvelles très importantes. L'une qui mène vers la guerre et l'autre qui mène vers les affaires. Ou c'est les affaires, ou c'est la guerre, c'est ça le style de Donald Trump. C'est ce qu'il a montré avec le Venezuela. En gros, non, c'était soit le conflit, soit les affaires, et maintenant, eh bien, ce sont les affaires, non. On parle d'une ouverture de l'Iran, mais ce chef qui doit mettre fin à la guerre n'a visiblement pas eu le mémorandum. Le scénario actuel, eh bien, se situe entre la diplomatie, si tu veux, mais aussi entre les mouvements militaires au maximum. Le président des États-Unis, en plus de ce qu'il a dit vendredi, vient maintenant de déclarer qu'il sait déjà où il se trouve, Al-Hijaminaï. Il laisse entendre dans ce communiqué qu'il a l'information sur l'endroit où se trouve Al-Hijaminaï. Je n'en doute même pas un instant. C'est-à-dire que les services de renseignement, au moins, ont plus ou moins une idée de l'endroit où il se trouve.
Et regardez, cela a été démontré avec le cas de Maduro, dont on disait qu'il ne dormait jamais au même endroit. Qu'il ne restait pas, qu'il ne faisait pas ci ou ça, eh bien, il s'est avéré qu'il savait où il habitait, il connaissait le nom de son animal de compagnie, il savait qui était en ses gardes du corps. Bref, ils avaient toutes les informations. Donald Trump a affirmé que si lui était El Hijaminaï, dit Trump, si lui était El Hijaminaï, il aurait peur de dormir au même endroit pendant longtemps. Le président a également assuré que Washington connaît parfaitement l'emplacement de Khamenei, laissant entendre qu'il dispose d'un renseignement supérieur. Il a même suggéré qu'il pourrait révéler l'emplacement en direct, c'est-à-dire dire où il se trouve à ce moment précis. C'est aussi un jeu psychologique, non? Parce que, en vérité, je ne pense pas que les services de renseignement aiment que cela soit dit. Que se passe-t-il lorsque cela arrive? Lorsque c'est un président comme Trump qui le dit? Eh bien, il se peut que ce soit pris au sérieux et qu'il renforce la sécurité avec sa fille Minei. Ils pensent déjà savoir où ils sont, donc ils vont renforcer la sécurité et mieux les cacher. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas très bon pour les services de renseignement, ce point. Non, je ne pense pas qu'ils aient beaucoup aimé, mais bon, c'est un aspect, il y a un côté psychologique. La Maison-Blanche maintient des sanctions économiques et des mesures de dissuasion militaire actives contre l'ensemble de l'Iran, en particulier en ciblant davantage l'élite. Mais aussi, qui affecte tant tout le pays. Non, c'est-à-dire, en ce moment, c'est un pays qui est presque totalement sous sanctions, non. Et il y a un tournant qui attire beaucoup mon attention, qui serait très axé sur la question des affaires. C'est-à-dire qu'il existe cette possibilité. Regardez ce qui se passe sur ce sujet en ce moment. En même temps que nous sommes en train d'en parler, on ne le voit pas. Voyons si nous pouvons le mettre à l'écran. Cette image qui apparaît aujourd'hui, une image qui, dit-on, serait... Voyons si on peut l'agrandir un peu. Cette image est celle d'un autre pétrolier. Voilà, nous voyons les Américains, ils vont sûrement faire un rapport. Les forces des États-Unis auraient saisi un pétrolier, celui-ci serait lié à l'Iran. Cela s'est passé dans l'océan Indien, voilà le pétrolier, regardez en arrière-plan. Ils l'ont saisi après avoir trouvé la cargaison de pétrole vénézuélien qui se dirigeait vers l'Asie du Sud-Ouest. Apparemment, Véronique 3 serait également liée à l'Iran, et donc, après l'avoir trouvé transportant du pétrole vénézuélien, il se dirigeait maintenant vers l'Asie, vers le Sud-Ouest asiatique. Eh bien, il reste saisi. C'est le Véronique 3, le numéro 3, et c'est bien, cela fait aussi partie de ce que nous voyons. Regardez ce que dit maintenant Marco Rubio. Allons-y avec ce rapport. Nous allons afficher l'image de Marco Rubio. Et même si à ce moment-là, ils étaient en réunion sur d'autres sujets, Marco Rubio a fait un commentaire sur la question de l'Iran. Allons dans le détail. Nous faisons face à des chiites radicaux qui prennent des décisions politiques et géopolitiques uniquement selon la théologie, ce qui complique la situation. Personne n'a jamais conclu d'accord avec l'Iran, mais nous allons essayer. Regardez ce que dit Marco Rubio, et sur ce sujet, je pense qu'il a raison, je ne sais pas ce que vous en pensez. Marco Rubio, le secrétaire d'État, le responsable des relations avec le monde pour les États-Unis, affirme « Rappelez-vous que nous avons affaire. Nous traitons avec des religieux chiites radicaux, nous traitons avec des personnes qui prennent des décisions géopolitiques en se basant sur la théologie pure. Personne, dit-il, n'a été capable de parvenir à un accord réussi avec l'Iran, mais nous allons essayer. Cela nous montre une réalité que je pense que nous connaissons tous ici dans la communauté. C'est-à-dire, au bout du compte, oui, de toute façon, les relations internationales sont extrêmement compliquées. Quand de l'autre côté, les décisions qui sont prises d'aucuns sont basées sur une version d'une religion, une version radicale d'une religion, qu'est-ce que cela dit sur ce qui s'appliquerait à n'importe quelle religion qui se radicalise? Eh bien, ça reste quand même ça, n'est-ce pas? Un leadership avec lequel tu ne pourras pas dialoguer, que vas-tu négocier s'il va se baser là-dessus? Pas sur la prospérité de son pays, pas sur la sécurité des deux,
Non, 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 mais sur le fait que, selon toi, tu auras raison. Parce que ta croyance te dit une chose, elle te dicte quelque chose, et sur cette base, tu prends des décisions concernant la population et n'importe quel autre pays. C'est compliqué, ce n'est pas très difficile. C'est pour ça, disent-ils, que personne n'a réussi à négocier. En tout cas, parfois, ils ont des voies parallèles pour certains sujets, mais ils ne négocient ni avec la Russie, ni avec la Chine, ni avec personne, on négocie avec eux. Parfois, je crois que ce n'est pas compris à ce niveau. Beaucoup pensent qu'ils soutiennent les Russes ou les Chinois parce qu'ils sont sympas avec eux, mais non, ce n'est pas le cas. Parce qu'en ce moment, leurs intérêts ne s'opposent pas. Mais si pour une raison quelconque leurs intérêts changent de direction, ça ne leur importera pas. Il n'y a pas de loyauté politique, il n'y a aucune loyauté de quelque sorte que ce soit, c'est simplement une question de circonstance. Un orthodoxe avec une vision de sa religion de manière extrême. Donc, eh bien pour moi, j'écarte essentiellement qu'il y ait une véritable négociation, mais tout peut arriver, non. C'est-à-dire, en ce moment, on voit des mouvements. Ici, on le met à l'écran, non? Ou, depuis la Russie, l'armée de l'air russe livre continuellement du matériel et, dans ce cas, des hélicoptères d'attaque Mi-28 à l'Iran. Attention, très souvent, lorsqu'un pays vend des armes, il les dilue. Par exemple, les États-Unis te vendent un F-35, mais ils te vendent un F-35 avec certaines limites, oui. Ou, par exemple, lorsque les États-Unis ont vendu du matériel à l'Ukraine, certains missiles, ils te les vendent. Mais ce missile sera limité pour ne pas parcourir autant de kilomètres afin que l'attaque n'atteigne pas Moscou? Au cas où tu en douterais, non. Donc ils limitent les armes, non? Eh bien, ce qui est censé se passer avec la Russie, c'est que eux ne sont pas limités, ils ne limitent pas les armes que les Iraniens leur envoient, et ils les envoient sans complète. Ils ne reçoivent pas les versions dégradées, mais les versions complètes, les mêmes que la Russie utilise, ils les donnent à l'Iran. Cela montre qu'il y a actuellement un degré de confiance assez fort entre les deux pays, n'est-ce pas? Eh bien, c'est intéressant à prendre en compte. Maintenant, il y a une autre version de tout ce qui se passe. C'est la version des affaires dont je vous parlais. En ce moment, il y a deux versions, la version de la guerre et la version des affaires. Eh bien, l'Iran envisagerait d'ouvrir des secteurs économiques aux entreprises des États-Unis dans le cadre du prochain accord. Le vice-ministre des Affaires étrangères a déclaré que les gisements de pétrole et de gaz ainsi que les investissements miniers iraniens sont ouverts ou seraient prochainement ouverts aux entreprises américaines. Pour l'Iran, cela serait très important car cela apporterait des affaires, mais aussi pour les États-Unis. En même temps, l'Iran annonce qu'il envisage d'acheter 100 avions de passagers aux États-Unis. Si l'Iran fait cela, il dépendrait en partie pour son transport, de la main-d'œuvre et des pièces détachées des États-Unis. C'est un sujet très délicat, mais c'est un sujet dans lequel l'Iran montrerait sa confiance. Ne pas dire « Regarde, mon transport aérien va dépendre de toi ». Donc c'est une preuve de confiance, de force intelligente, ce mouvement. Je ne dis pas non, mais je ne sais pas si cela va arriver. Et un autre point, c'est que tout cela, y compris l'exploitation minière, le gaz, le pétrole, etc., équivaut au moins à une activité économique de 500 milliards de dollars. Ce serait une activité importante entre les deux pays. Je ne sais pas, Svéna, Angel. Beaucoup diraient « ce sont de bonnes affaires, mais dommage que le régime continue, non ?» Mais bon, c'est une autre version, c'est une autre idée qui circule en ce moment, la version des affaires. Ne l'écartons pas, car c'est de plus en plus une possibilité. Passons à d'autres sujets également importants. Sans aller très loin, toujours au Moyen-Orient, avant de passer à d'autres rapports, n'est-ce pas? Netanyahou expose les conditions d'Israël pour soutenir un éventuel accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. En fin de compte, il y a un point. Il y a un pays qui, s'intéresse aussi beaucoup à ce sujet, car il est plus proche que les États-Unis. C'est Israël, évidemment Israël. En plus, en ce moment, les relations avec l'Iran ne sont pas très bonnes. Mais cela reste deux pays arabes, même s'ils ont des visions différentes de leur religion. Dans le cas d'Israël, c'est un pays très différent, avec une religion différente.
Pour commencer, et on voit à quel point tout ce sujet est important dans cette histoire, disons-le. Netanyahou exige des limites extrêmes sur les missiles et l'enrichissement nucléaire afin qu'il puisse soutenir cet accord. Entre les États-Unis et l'Iran, la tension remonte d'un cran. Parce qu'au final, ce que tu dis, c'est reste les bras croisés, Iran. C'est-à-dire, tu ne pourras pas attaquer, tu ne pourras rien faire, du moins contre Israël. Et voilà, c'est tout. En gros, c'est ça. Je ne vois pas comment les ayatollahs pourraient accepter quelque chose comme ça, parce qu'ils ont une vision très expansionniste, non ? Netanyahou a affirmé qu'il avait présenté sa position très clairement au président Trump lors de leur rencontre le 11 février dernier. Il y a quelques jours, Israël exige que l'Iran limite la portée de ses missiles balistiques à seulement 300 km, et non à des missiles pouvant atteindre 1000 ou 1500 km, parce qu'ils atteignent la BIP, arrivent directement à la capitale d'Israël, et cela a déjà été prouvé, montrant la capacité d'envoyer des missiles jusque-là. Actuellement, la limite que possèdent les Iraniens est de 2000 km, ce qui est suffisant pour atteindre n'importe quel endroit en Israël. Et c'est cette partie qui vous inquiète ? Eh bien, évidemment, c'est ce qu'ils exigent. Dans ce sens, passons à d'autres sujets également importants. Remarquez qu'il y a eu un séisme, ou qu'un séisme est en train de se produire. Regardez, c'est celui-ci qui est ici. Allons dans cette zone du Pacifique, où vous pouvez voir toute cette région. Il y a déjà eu plusieurs séismes de magnitude supérieure à 6, n'est-ce pas ? Cette fois-ci, un séisme s'est produit à Kamtchatka, qui est cette zone indiquée par le sismologue des États-Unis. Aujourd'hui, on est surpris par un séisme puissant, ou un tremblement de terre, comme vous voulez l'appeler, d'une magnitude de 6. Passons aux détails de ce que l'on sait jusqu'à présent, mais les alertes ont déjà été émises. Au début, on parlait d'un possible tsunami, mais cette possibilité a déjà été écartée. Le tremblement de terre a été enregistré au large d'Ostrov Chaslovskotan, qui est en fait une région russe de Sakhaline. Les autorités surveillent l'activité sismique, mais maintiennent une alerte de faible risque. Le séisme était de magnitude 6. Il a été enregistré dans l'océan Pacifique, à 64 km au sud-ouest de l'île d'Ostrov. Ceci dans la région de Sakhaline ou Oblast en Russie. Le séisme aurait eu lieu aujourd'hui, le 15 février 2026 à 15h. À 58 minutes UTC, ce qui équivaut à 2h du matin et 58 minutes à l'heure locale russe d'aujourd'hui, lundi 10. Eh bien pour eux, ce serait déjà le lundi 16 février, alors que pour nous, cela s'est produit le 15. Pour eux, c'est déjà arrivé le 16. Il y a un petit moment, cela s'est déjà produit. Heure officielle, lundi 16 février, c'est-à-dire demain pour nous. Cela s'est produit dans le fuseau horaire de ce pays, de cette région. Rappelez-vous que la Russie a beaucoup de fuseaux horaires, et celui-ci en est un. GMT plus 11, GMT plus 11. Au cas où quelqu'un voudrait le noter quelque part, si cette partie l'intéresse, l'épicentre s'est produit ou a été localisé dans l'océan Pacifique Nord, près de l'île volcanique Xokostan, à l'intérieur d'un arc sismique des îles Kyrule, l'une des zones les plus actives de la planète. La profondeur était de 55 km, ce qui est considéré comme une profondeur intermédiaire, ce qui a réduit de manière significative l'impact en surface dans les zones peuplées. Le United States Geological Survey, le USGS, a vérifié manuellement ces informations, et dans 60 stations sismiques qu'ils possèdent, ils ont détecté le séisme qui peut être confirmé à 6,0. D'autres agences, comme l'EMSC, la GFSS ou l'IRIS, ont également confirmé les variations de magnitude. Certains ont indiqué 6,1, 6,2, d'autres ont indiqué 5,9, mais la variation a été très minime. Sur ce point, il n'y a pas de doute. L'activité est donc assez proche pour toutes, n'est-ce pas ? L'intensité maximale estimée était de niveau 4 selon un niveau léger, disons, de l'échelle de Mercalli, ce qui implique qu'il y a eu des vibrations mais pas de dommages structurels importants, c'est ce que l'on pense.
Environ 230 personnes jusqu'à présent ont pu ressentir le mouvement, principalement dans des localités éloignées de Yukono de Sakalasinsk, selon les rapports. L'UECS a émis une alerte verte indiquant que la probabilité de victimes est faible, ainsi que la probabilité de dommages économiques significatifs. L'énergie libérée était de 6,3 fois 10 à la 13e joule, ce qui est comparable. Plus ou moins, je dirais, pour faire un calcul d'environ 15 080 tonnes de TNT. C'est à peu près l'énergie, non ? Environ 0,9 fois l'énergie d'une bombe atomique, c'est-à-dire presque au niveau d'une arme. Bien sûr, celui-ci ne cause pas de dégâts parce qu'il est sous terre, malgré le mouvement, et on ne le ressent pas autant à cause de la profondeur de 55 km. Mais bon, cela reste quand même une force. Intéressant. Cette zone a enregistré de grands séismes, même historiques comme celui qui s'est produit en 2006. Là, à cet endroit, on a un registre qu'en 2006, il y a eu un séisme dans cette même zone de 8,3 le. Imaginez un séisme de ce genre. Là aussi, il y a un potentiel de tsunami. Mais cette fois-ci, je dis qu'il n'y a pas d'alerte. Les autorités assurent qu'elles maintiennent une surveillance continue, surtout en raison de la proximité des systèmes volcaniques actifs de la chaîne des Kouriles, même s'il n'y a pour l'instant aucun rapport d'activité volcanique anormale. Il s'agit d'un événement certes puissant, mais sans impact significatif sur les zones habitées, en raison de son emplacement isolé et de sa profondeur. Ils affirment que ces facteurs les ont aidés à éviter des dégâts. Il n'y a pas d'alerte au tsunami actif pour le moment, mais une surveillance constante est assurée, un suivi 24 heures sur 24. D'après son historique, il a un passé extrême, et la vérité est là, même récemment. C'est-à-dire que le potentiel est bien là, ce n'est pas juste un potentiel de causer des problèmes, il est bien présent. Évidemment non, cela est clair, c'est un oui, c'est une zone de forte sismicité, comme toujours. Mais les fameux séismes qui se produisent dans tout ce qu'on appelle la ceinture de feu. Parce que ceci, c'est la ceinture de feu, n'est-ce pas ? Si on y pense de ce côté, sur la carte de droite, tout cela fait partie de la ceinture de feu. Là, cela englobe le Chili, le Pérou, le Mexique, la Californie, l'Alaska, les Kouriles, tout cela. Le Japon, l'Indonésie, tout cela n'est pas la Nouvelle-Zélande, même pas. Alors bon, voilà ce qu'on a vu là-bas. Au fait, y a-t-il eu un séisme aujourd'hui, puisqu'on en parle, juste pour ne pas l'oublier ? Il y a eu 2 séismes qui ont attiré mon attention, mais le plus intense en Amérique latine. Aujourd'hui, le 15 février, c'était celui-ci. Regardez, celui qui est là. Vous n'avez pas vu qu'elle s'est allumée. Elle s'est allumée en bleu. Approchons un peu la carte. C'était au Pérou, juste à côté du Chili, au Pérou. Eh bien, comme toujours, dans cette zone, il y a souvent des séismes. C'est un séisme de magnitude 5. Je sais que ce n'est pas très grand ni rien, mais bon, je le mentionne, mais la profondeur est énorme. En fait, toute cette zone a été très agitée dernièrement, au Chili, en Argentine, et le Pérou, oui, cette zone-là, si vous regardez, ils sont très proches, c'est très actif, mais avec des séismes super profonds, on parle de scènes, 130 km de profondeur, c'est vraiment très profond. Évidemment, ça ne pose pas vraiment de problème. Passons donc à d'autres sujets. Au fait, est-ce que vous avez publié ces vidéos pour voir si vos politiciens les regardent au lieu de jeter des petits papiers ? Voyons si vous vous souvenez d'où vous avez vu ce petit symbole d'avion. Si vous vous rappelez, eh bien, ce petit avion est celui qu'utilise typiquement Telegram. Oui, puisque nous voyons aussi ici la Russie, ceci est un message qui est envoyé depuis la Russie. Justement, ils sont très en colère contre le régime parce qu'on leur a retiré leur Telegram, n'est-ce pas ? Ils étaient très contents avec leur Telegram, c'était leur principale source d'information. Ce n'est pas seulement un réseau pour discuter, mais ils se sentent en sécurité. C'est parce qu'ils pensent que le gouvernement ne va pas les pirater. Eh bien, en effet, on leur a retiré Telegram et c'est pour cela qu'ils utilisent ces petits avions. Et c'est ainsi qu'ils ont protesté en lançant des avions en papier depuis les immeubles, en lançant ce genre de petits avions. C'est pour montrer leur mécontentement. La plainte est qu'on a restreint la liberté de communication à travers Telegram. Et là, regarde, c'est là qu'ils lancent les petits avions, c'est comme ça qu'ils communiquent. Là, ils ont des microblogs avec des millions d'abonnés. Certains y informent par exemple sur la situation de la guerre en Ukraine. Comment vont donc tous ces problèmes et même la situation au niveau international? Comment vont les nouvelles? Non, parce que là-bas, le sujet médiatique est très très limité, il n'y a pas beaucoup de variété.
Et donc via Telegram, des informations circulent, il y a des gens qui ont leurs podcasts et leurs commentaires sur ce réseau. Passons à d'autres sujets importants. Regardez ce qui se passe. Ces images sont des images satellites. Nous voyons la Chine. Regardez, allons dans le détail de ce qui se passe dans cette région du monde, selon de nouvelles images satellites comme celles que nous observons. Certaines qui sont déjà signalées assurent dans The New York Times que la Chine accélère son expansion de programmes d'armes nucléaires. Cela se trouve dans la vallée de Zitong, au Sichuan. De nouveaux bunkers et des murs fortifiés auraient suggéré la possibilité de promouvoir, ou plutôt de tester, des matériaux explosifs à haut rendement. Depuis plusieurs mois, l'idée circule qu'il y a quelques années, en Chine, un exercice a été réalisé en secret. Une arme atomique a été explosée il y a quelques années, récemment en secret et sous terre. Regardez ici, à ce point de la Chine. Si nous voyons la Chine comme cette carte, c'est à ce point central que cela se trouverait. Et ici, ce serait l'endroit où se trouveraient pour ces bunkers. Selon les rapports, à Pingtong, un site sécurisé, un bunker, sous terre, des ogives nucléaires à base de plutonium seraient en cours de production. Avec une cheminée récemment modernisée de 110 mètres et une construction en cours d'installation traditionnelle, une bannière avec le président Xi Jinping visible depuis l'espace. Ils disent donc comment ? L'engagement interne est ce que Xi Jinping, le président de la Chine, avait déjà averti. Eh bien, son programme nucléaire poursuivait l'idée. Et c'est un sujet sur lequel ils ont été très critiques. Les pays qui veulent qu'on sent plus de contrôle sur la question nucléaire assurent que Xi Jinping envisagerait d'avoir 1000 armes atomiques avant 2030. Plus ou moins avant 2030, c'est l'objectif. Selon les estimations du Pentagone lui-même, les ogives nucléaires actuelles pourraient dépasser de 600 en 2024 à 1000 d'ici 2030. Selon ce que dit le Pentagone lui-même. Et ce que montre le New York Times, c'est que dans cette zone où ils savent qu'ils ont les armes, ils seraient en train de s'étendre. Donc on soupçonne qu'il y a peut-être quelque chose d'important ici. Passons donc à d'autres sujets importants. Remarquez qu'à l'époque, cela s'est produit en Russie, c'est ce que nous voyons à ce moment-là. Il a été détruit, on l'a fait détruire, le dépôt de munitions lui-même a explosé. Et à partir de cet événement, on a observé de moins en moins de capacités en munitions de la part de la Russie. Les attaques d'artillerie russe ont diminué au cours des 10 derniers mois. Après l'accident à l'arsenal de la 51e AVA direction principale des missiles d'artillerie, vous vous souvenez bien de cette explosion très violente ? Oui, cela fait déjà 1 an, au début de l'année dernière, n'est-ce pas, où il y a eu une explosion. On n'a jamais su ce qui s'est passé, on ne sait pas si c'était un incident, ils disent que c'était quelque chose d'interne, on n'a jamais su si c'était un sabotage de l'Ukraine ou non, cela a été présenté comme un problème interne. Eh bien, à partir du moment où ça a explosé, à partir de cette méga explosion d'artillerie, ils avaient encore d'autres entrepôts, mais à partir de là, on a remarqué une très grande diminution au moment des attaques. Ils ont peu de munitions. Il s'agissait d'un événement de grande ampleur, significatif même pour les zones habitées. Les régions se souviennent qu'à des kilomètres, les fenêtres ont explosé et ça a été tout un sujet, n'est-ce pas ? L'emplacement, bien que reculé, compte encore des populations à proximité. Les autorités maintiennent une surveillance continue, surtout parce que dans toute cette zone, on fabrique ou on produit beaucoup de ces munitions. Selon le rapport, la Russie a fait exploser ce dépôt ou il a explosé par accident. Je ne sais pas. Les attaques d'artillerie ont diminué après que la 51e direction principale des missiles d'artillerie aurait explosé près de Moscou en 2000 au début.
Eh bien, l'un de ces sujets importants aussi dans ce conflit. Au fait, allons-y, voyons ce qui se passe dans d'autres affaires. Eh bien, un sujet qui n'est pas prêt de se terminer, qui va durer longtemps car il manque beaucoup d'informations, c'est l'affaire Einstein. Maintenant, l'administration Trump a envoyé une lettre accusant Green et Macy d'être dans les dossiers Einstein. C'est-à-dire, il y a des républicains qui ont critiqué les républicains qui ne figurent pas dans ces dossiers. Ils ont fortement critiqué Trump pour ne pas avoir révélé l'information, pour avoir voulu la cacher, etc. Trump veut maintenant inverser la situation en disant « Toi aussi tu es là, non ?» Et vous savez, ce n'est pas toujours avec le récit de dire n'importe quoi pour distraire, eh bien vous savez, non ? L'administration Trump a envoyé au Congrès une lettre listant les rédactions et noms présents dans les dossiers. Jeffrey Einstein, provoquant évidemment une réaction bipartite, l'administration Trump a envoyé cette lettre officielle au Congrès. Le département de la justice aurait transmis la lettre de 6 pages expliquant quelles parties sont caviardées dans les documents. Libéral. La lettre a été signée par la procureure générale Pam Bondi, le procureur général adjoint Tom Blanche, assurant que tout le matériel en possession du département lié à Einstein a été divulgué, affirmant que les 3 millions de pages contiennent toutes leurs informations. Lorsque les membres du Congrès lui disent que ce n'est pas vrai, qu'il manque au moins 3 millions de documents supplémentaires, et d'autres parlent même de quantités encore plus importantes. Parmi les personnes mentionnées, il y a la représentante Marjorie Taylor Greene, la députée Nancy Moore et le représentant Thomas Massie. Dans la liste des fonctionnaires et personnes politiquement exposées, selon eux, ils ne. Dans cette liste, c'était une liste ici. Quand nous l'avons lue, nous avons pensé que c'était un mème et nous avons cru que c'était une blague de quelqu'un. Et il s'est avéré que la liste publiée par le département de la justice, sort. Par exemple, Elvis Presley. Qu'est-ce qu'Elvis Presley fait ? Ils sortent tous, tout ce qui te vient à l'esprit, le nom que tu veux, tout chou, tout sort, tout chou, tout chou, tout chou, tout. C'est-à-dire Obama, les enfants d'Obama, la femme de Biden, tout. Ils ont pris la liste comme ça, comme tous les célèbres l'ont dit, on va tous les mettre. On avançait bien, on s'est dit, c'est une blague ? Certaines personnes sortent de là alors que les âges ne correspondent pas. Parfois, la personne n'était même pas en vie. Il faut réfléchir, non ? Et Elvis Presley apparaît, ou disons qu'ils ont sorti la liste, eh bien, de mon point de vue, c'est 100% pour distraire, n'est-ce pas ? Pendant que tout le monde parle de savoir si Elvis Presley y est ou pas, eh bien, on ne parle pas de ceux qui sont vraiment sur la liste. Clairement non, mais bon, il faut rester attentif à ça. C'est fou, vraiment. Passons à d'autres sujets importants. Passons aux commentaires. Ça y est. Je pense que c'est le moment. Je crois que c'est l'heure. Comment allez-vous ? Élisée, bonjour. Aujourd'hui, c'est vraiment fou ce qui s'est passé avec Pam Bondi. Elle a 61, 60 ans. Franchement, c'est vraiment fou. Comment elle fait ça ? Dans ce sens-là, eh bien, est-ce qu'elle serait une vampire ou quelque chose comme ça ? Je ne sais pas, mais tout à coup, c'est vraiment fou maintenant. Salut François, comment vas-tu ? Très bien, il dit. On estime qu'il y a plus de 12 000 bombes atomiques. Cela suffirait-il à produire de l'électricité pendant des années pour toute l'humanité ? Salut François Ars, comment vas-tu ? Très bien, il dit. Au Chili, une magnitude 6 n'est qu'une secousse assez forte. Un tremblement de terre, c'est au-dessus de 7,6, c'est-à-dire qu'un séisme de 7 ou un tremblement de terre de 7 serait à ce niveau-là. Il ne dit pas ça, bon, eh bien, c'est comme ça que ça se passe, non ? Merci. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ? Dit Francisco.
Comme Blue, comment vas-tu? Merci beaucoup, dit la magique Luna. Bonne nuit, comment vas-tu? Dit Blue. Si tu travailles pour Sansonido et que tu n'aimes pas la simplicité, on parle de toi dans ton dos, dit-il. Il dit, si vous voulez, de quoi parlez-vous? Salutations, et de quoi parlez-vous? Tu es très amer à cause de ce qui s'est passé. Un salut, très bonne soirée, Miguel. Comme cet oignon, comme c'est bon d'être en bonne santé, merci l'État, dit Amanda. Éliseo Business comme l'État, salutations business, quoi de neuf, Blanca Barcelo, salutations Amanda, qui d'autre ai-je dit jolie. C'est le jour de, au fait, il fait environ 27 degrés tout ensoleillé, voyons combien il fait, laisse-moi vérifier combien il fait, mais j'imagine que c'est bien 28 degrés ensoleillé, demain pareil, merci 28 degrés pour ce temps printanier. Printanier, non? Le climat. Super bien depuis la Colombie comme état. Salutations Maritza, des choses vont très bonnes Eliseo, et il y a aussi Nicoli, Frango, comment tu vas? Salutations, c'est super de vous voir ici un dimanche. Miel, merci. Merci pour ce soir, à tout à l'heure. Mais oui, avec grand plaisir, nous sommes là. Si on ne se voit pas ce soir, on continue ici à discuter de ce qui se passe dans le monde. Une grosse accolade, à bientôt.